Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'épisode 147 de l'ESC Made in France. Je suis de retour après une crève carabinée. Je suis enfin de retour pour la présentation de ce merveilleux podcast qu'est l'ESC Made in France. Et pour cet épisode-là, on parlera pas de n'importe quoi puisque concrètement, on sait enfin à quoi l'Eurovision 2025 va ressembler. De bout en bout, nous avons tout, la scène, la charte graphique, le thème musical, tout ce qu'il faut. Et vous pouvez le constater vous-même, puisque même sur la chaîne ESC Made in France, on a fait un repackaging complet, des miniatures, du logo de la chaîne, etc. J'espère que ça vous plaît. On s'est donné. C'est très demandant. C'est pas la charte graphique la plus simple à retransmettre pour des miniatures YouTube, hein, c'est pas simple. Mais bref, on va en parler dès maintenant avec bien plus de sujets que ça, évidemment, avec un nouveau représentant et des pléthores de sélections nationales. On va être trois pour cet épisode pour parler de tout ça. Je suis en compagnie, évidemment, de Gwen, qui est toujours là. Salut Gwen. Salut à tous. Et je suis également avec Alexandre. Salut Alexandre. Mais bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Évidemment. Et je suis également accompagné de Alejandro. Salut Alejandro. Bonsoir. Et parlons tout de suite de cette identité visuelle pour l'Eurovision 2025 à Bâle. Donc, comme je viens de dire, nous avons toutes les informations nécessaires à l'appréciation de cette Eurovision 2025. On a enfin l'identité visuelle. Quand je parle d'identité visuelle, je parle évidemment de la charte graphique, du logo, du show, de la scène évidemment, et des thèmes musicaux qui seront présents pour mai 2025 en Suisse. On va parler point par point de tout ça. On va d'abord parler d'un élément qui, je pense, est celui qui fait le plus consensus dans la communauté, à savoir la scène de cette Eurovision 2025 qui a été révélée. Une scène s'inspirant notamment énormément des montagnes suisses, avec notamment une scène en forme de flèche et un énorme cadre à l'avant de la scène, avec également la Green Room qui cette fois-ci sera dans le stade directement, pas derrière l'écran ou quoi que ce soit, il sera dans l'arène. Donc voilà, l'élément qui peut-être fait le plus consensus par rapport à la charte graphique qui pour le coup divise un peu plus, mais ça c'est le cas chaque année. Parlons de la scène tout d'abord. Toi Gwen, qu'est-ce que t'en penses de cette scène, de cette Eurovision 2025 ? Je pensais que la Green Room était toujours derrière Alors l'écran. ouais, Enfin, ça a j'ai été pas compris, là. annoncé en interview, ça n'a pas été annoncé lors de la conférence de presse. C'est des journalistes qui ont posé la question à Florian Wider, qui est donc le directeur artistique de la scène, et qui a donc déclaré que la Green Room sera bel et bien dans le stade, et pas derrière l'écran ou quoi que ce soit d'autre. Ah ouais, j'avais pas compris. C'est dommage parce que derrière l'écran c'était bien. Moi je trouvais ça donnait un peu, je sais pas de suspense, mais un petit quelque chose, tu vois, à l'Eurovision quoi. Bah, il y avait ce petit Mais côté de lorsque le vainqueur était annoncé, il y avait tous les artistes derrière pour les photos, etc. ou des trucs dans le genre. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça peut être sympa. ouais, voilà, ça reste bien quoi. Ils avaient fait ça à Riga en 2003, ils avaient fait ça à Düsseldorf en 2011. À Malmö c'était bien l'année dernière, mais bon, après, bon, je veux dire, s'ils sont derrière, c'est autant pareil aussi quoi. Mais après, je trouve que la scène c'est pas mal inspiré aussi de Malmö l'année dernière. Je pense que bah, la scène, il va y avoir les artistes qui vont être au milieu. Donc je me dis qu'à l'intérieur, tous ceux qui vont voir l'Eurovision, ça va être vraiment top pour eux. Et je sais pas, elle donne vraiment envie. Oui, je suis d'accord, c'est vrai, c'est une très bonne scène et j'ai hâte de voir ce que ça donnera à la télé directement. Exactement, notamment dû au fait également qu'il y avait énormément de craintes par rapport au Hall Saint-Jacques, qui est plutôt bas de plafond par rapport au stade habituel pour l'Eurovision. Et là, pour le coup, franchement, alors c'est des concept art, hein, mais pour l'instant, ça se voit pas trop. Donc de ce point de vue-là, personnellement, je suis rassuré. Toi, Alexandre, qu'est-ce que t'en penses ? Je crois savoir que t'es un peu plus, pas négatif non plus, mais t'es un peu plus de réserve sur cette scène. Bah en vrai, la scène en soi, elle est ok. Je vais clairement pas m'en plaindre, à proprement parler. Après, c'est vrai que quand je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé, ah oui, 2021, c'est 2021 est de retour en fait. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. J'ai vu des gens dont leur première Eurovision, c'était l'Eurovision 2021, pour des raisons que, bah voilà, hein, forcément, et qui étaient très contents du coup de voir la scène de cette année, parce que ça rapporte des souvenirs. Coucou, Et c'est c'est vrai moi. que bah moi aussi, c'est vrai que ça, c'est vrai que bah c'était symbolique le retour de l'Eurovision et donc que des gens soient contents, que ça leur apporte un petit rush d'adrénaline en voyant cette nouvelle scène, bah c'est pas plus mal.
Après, moi, dans mon cas, voilà, j'aimais bien cette scène-là. Mais à part le cadre qu'ils ont rajouté, l'espèce de cadre à LED là, qui se trouve au milieu de la, de la grande salle, j'attends de voir comment ça va être en live, ce qui évidemment, bah, faudra attendre un peu, faudra attendre encore 6 mois. Voilà, exactement. Oui, notamment voilà, le cadre, évidemment, de cette scène, qui, on peut se demander qui pourrait bien l'utiliser. C'est un truc pas évident à utiliser, donc ouais, faudra voir à balle. Et donc toi, Alejandro, cette scène de cette Eurovision Junior, pourquoi je dis Junior à chaque fois? Cette scène de l'Eurovision 2020, j'ai trop l'habitude. Cette scène de l'Eurovision 2025, donc elle fait pas mal consensus. Est-ce que ça va être ton cas ou est-ce que tu vas jouer le troublion? T'as déjà envie d'être au mois de novembre, Mike? À l'année prochaine, vivement. Enfin, d'après les premières images, la première chose qui m'est venue, c'est punaise, qu'est-ce que c'est grand? Peut-être trop grand. Je sais pas comment les délégations vont potentiellement pouvoir utiliser tout l'espace, parce que remplir une scène qui a priori fait grand, c'est pas évident. Et je pense que ouais, faire intervenir tous les jeux de caméra, machin et tout, pour que justement tous les plans ne fassent pas vide. Je pense que ça risque peut-être d'être un chouïa compliqué, sauf si c'est assez bien, ficelé. Ouais, je sais pas. J'ai peur en tout cas que ça fasse peut-être trop grand. Après, est-ce que c'est vraiment qu'une impression sur les images? Je l'espère. Parce que honnêtement, moi, la scène, je la trouve vraiment réussie, je la trouve vraiment bien. Donc, ouais, je suis un peu comme Alexandre, j'attends de voir ce qui va être fait, ce qui va être pas fait. Et puis là, je pense que vraiment, on pourra juger la scène dans son état le plus pur. Mais là, comme ça, ouais, c'est pas évident, quoi. Bah ça étonne le fait qu'il y ait cette impression de grandeur, parce que, comme j'ai dit juste avant, le Hall Saint-Jacques, c'est une scène c'est un stade qui est assez bas de plafond, et en termes de taille, c'est assez moyen. C'est voilà, la taille normale des Eurovision. Je crois même qu'elle est plus petite que la Malmö Arena. Donc ouais, cette impression de grandeur, c'est pas mal surprenant. D'autant voilà, quand on note celle de la Malmö Arena, qui pour le coup, la scène, elle avait l'air quand même vachement plus petite, du coup, plus compact. Donc ouais, il faudra voir, mais j'avoue, de ce point de vue-là, je suis très curieux de voir comment ça va rendre en live. Et donc, maintenant, on va parler de quelque chose qui fait un peu moins consensus. Je parle évidemment de la charte graphique, la merveilleuse charte graphique que vous voyez en œuvre sur cette merveilleuse miniature de cette vidéo que vous regardez en ce moment même, évidemment. Ou si vous êtes sur Spotify, bah, venez sur YouTube, hein, les gars. On est bien aussi, hein. C'est super, voilà. Vous êtes deux sur Spotify, venez. Donc la charte graphique qui a été révélée avec cet amas de cœurs, évidemment, qui donne un peu un côté pixel art, et ça c'est mon avis personnel. Mais du coup, les cœurs qui reviennent, qui étaient déjà une place, qui était déjà un élément qui était très présent dans la DA de l'Eurovision 2023 à Liverpool notamment. Bon là, c'est quand même un peu plus petit. Là, Liverpool, c'était vraiment des cœurs gigantesques. Là, c'est un peu plus des cœurs qui forment des pixels, comme j'ai dit, voilà, pour créer des formes et des dessins, etc. Donc pareil, ça c'est une direction artistique qui fait pas mal discuter, qui rebute pas mal de gens et qui d'autres trouvent vraiment magnifique. Je vais laisser la parole à Alexandre. Toi, pour le coup, tu te poses dans quel camp concernant cette charte graphique? J'aime bien le fait qu'ils aient pris une direction un peu rétro. C'est compréhensible quand on sait que bah, du coup c'est la Suisse qui a été le berceau du premier concours en 56. Donc j'aime bien le fait qu'ils fassent référence à ça. Maintenant, oui, la police d'écriture, on pourra en parler. Moi, personnellement, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que d'un côté, ça fait son style. Après, peut-être qu'ils auraient pu choisir une. Je sais pas quelle police d'écriture c'est. J'ai vu beaucoup de noms sur Twitter, mais aucune. C'est pas du Times New Roman, ça c'est sûr. C'est Du pas tout. du En tout cas, Helvetica. Bon, de toute façon, en tout cas, c'est une typo en italique, ça, y a pas de doute. donc voilà, je sais pas si c'est une police qu'ils ont créée pour l'occasion ou si elle existe vraiment, mais si jamais elle existe vraiment, ouais, c'est un peu, je trouve que c'est un peu low effort. Genre, franchement, de manière générale, en fait, les chartes graphiques, déjà, je vous ai remarqué que depuis 2023, je crois, ou 2024, je sais plus, on a plus de logos en fait. Techniquement, ce ne sont plus des logos, ce sont juste des chartes graphiques. Ce qui en soi est pas non plus une mauvaise idée, ça permet
de pas se concentrer sur un seul dessin entre guillemets, mais plus sur l'ensemble de la chose, donc avec des palettes de couleurs, un fil général. C'est pas en soi, ça aurait été déjà le cas avant, bah on n'aurait rien dit. Mais moi, je sais pas, je trouve que ça fait, on perd un peu en originalité et on avance un peu dans cette trend qui existe depuis plusieurs années déjà des entreprises à rendre tout minimaliste. Et je trouve ça dommage. Bah, Parce il que y a, franchement, il y a un peu cette sensation avec le logo de l'Eurovision où on a l'impression que l'UER s'est plus dit bah, le logo de l'Eurovision, c'est celui qu'on connaît tous, qui est présent sur toutes les miniatures de fans, etc. etc. C'est ce logo-là. Maintenant, on va pas créer un nouveau logo chaque année pour ça. On va plutôt habiller le logo que tout le monde connaît, etc. et faire des choses autour, etc. au lieu d'en créer un unique pour chaque édition. C'est peut-être cette ouais, impression-là qu'on a. ouais, mais en même temps, ça donne une identité au concours. Alors que là, je trouve que. Enfin, ça donne une identité forte, du moins. Par exemple, quand on voit le papillon de Malmö 2013, bah, on sait tout de suite qu'on fait référence à 2013. Et je trouve que c'est symboliquement fort. C'est limite, limite je veux dire, techniquement, ça pourrait être une mascotte, hein. Un papillon, c'est un animal, hein. Donc, au final, techniquement, enfin, voilà. Je trouve que c'est dommage. Et oui, ce que j'allais dire, c'est concrètement, enfin, je veux dire, regardez la charte avec le United by Music. Franchement, je suis sûr, n'importe qui le fait sur GIMP en 5 minutes, hein. Bah, d'autant que Vraiment. cet aspect logo, finalement, on l'a un peu eu, par exemple, à l'Eurovision Junior 2023, avec la toupie, notamment, qui, pareil, était assez présente au Alors, final. c'était Il- 2022, mais C'était oui. 2020, ok, 2022. ouais, je confonds, très bien. Ouais, ouais. L'Eurovision Junior 2022, donc, à Yerevan, Attends, voilà. 2023, c'était chez nous et c'était un logo généré par IA. Donc c'est pas Ah, mieux. ah oui, c'est vrai, Mais ah bon. oui. Ah. Eh oui, Comme bon. 2024 d'ailleurs, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Au moins Bon, déjà, ne finissons parlons sur. pas Je de vais finir l'IA à sur. l'Eurovision Junior 2024, s'il vous plaît. Voilà, on ne parle pas de l'IA. Non, non. Bref, voilà, je finirai là-dessus. Au moins, on n'a pas de logo en IA. Oui, voilà, Voilà. sortez les paillettes. Franchement, moi, c'est tout ce que je demandais personnellement. Pas de logo en IA, je vous en supplie. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire un caca pour logo, ça me va. Je prends, il n'y a pas de problème. Toi, pour toi, Alejandro, toi, cette charte graphique, tu te positionnes de quel côté de la force? Bah, je vais me ranger du même côté qu'Alexandre pour le coup. Parce que, ouais, je vais revenir en fait sur justement sur un peu le point de perte d'identité, je trouve. C'est vrai que je sais pas. Est-ce que c'est moi qui me la joue vieux con et qui suis nostalgique des logos des années 2010, je sais pas. Mais je sais pas, quand tu vois quand même le logo de 2013 et quand tu vois quand même toutes les cartes postales qui en sont sorties, tu vois, il y avait vraiment un truc, c'était vraiment joli, tu vois. Il y avait vraiment quelque chose de nouveau, c'était unique. Et pareil, quand tu vois le logo de l'Eurovision 2018, donc au Portugal, quand tu vois que voilà, le logo justement représentait le Portugal tel qu'il l'est aujourd'hui, justement un pays de la mer, etc. machin, tu te dis ouais, c'est quand même dommage qu'il y ait plus ce logo qui peut être ou bien très original et qui peut être détourné justement pour que peu importe les couleurs du drapeau, bah, ça fasse joli, qu'il y ait quelque chose d'esthétique, etc. Et il y a aussi ce truc de ouais, c'est dommage que bah, le logo en fait ne représente plus la culture ou l'histoire d'un pays, mais qu'il est juste là pour représenter la marque Eurovision. J'ai vraiment l'impression que l'UER ces derniers temps, en tout cas, a rendu le cœur ESC vraiment comme quelque chose de très marketing, peut-être trop marketing, qui fait justement qu'il perd un peu du charme qu'il avait quand il était, entre guillemets, uniquement sur la police du logo officiel du concours. Certes, c'est le côté rétro, il est bien là, on le voit bien, c'est vrai, bah voilà, comme l'a dit Alexandre, le petit rappel au fait que la Suisse était le premier pays à accueillir le concours, bah justement, et je trouve qu'on le retrouve bien là quand même. Mais je sais pas, je m'attendais peut-être à un clin d'œil un peu plus suisse à ça. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'on essaye d'uniformiser le tout
et que, bah, justement, on n'ait plus, cette petite touche qui fait que, ouais, ce soit vraiment original, quoi. Bah, moi, alors j'avoue, de ce point de vue-là, je suis un peu en désaccord sur ce côté uniforme de la marque Eurovision chaque année. En tout cas, alors, en ce qui concerne la charte graphique, oui, il y a moins cet aspect représentation du pays représentant, etc. Mais alors, concernant tout le reste, je trouve que ça compense largement, notamment avec la Seine, avec les montagnes suisses sur les côtés de la Seine, et même le thème, le thème musical, qui contient des instruments typiquement suisses, avec des corps des Alpes, des agbrettes, des trucs comme ça, comme est précisé sur le site de l'Eurovision. Je sais pas, je trouve que ça compense largement le fait que côté logo, charte graphique, etc., il y a moins cette représentation. Mais oui, côté charte graphique, il n'y a pas, y a pas, y a pas, y a pas de doute de ce point de vue-là. Il y a un côté un peu plus uniforme et voilà, universel pour que ça plaise à tout le monde, entre guillemets, et qui ait moins de prise de risque, disons. Et pour toi, Gwen, cette charte graphique, on est globalement content dans l'équipe, globalement, hein, c'est pas non plus voilà, la folie, mais est-ce que toi, tu vas vraiment être dans le négatif ou tu vas nous suivre? Bah, je vais plutôt vous suivre en fait. J'aime bien en fait, j'aime bien le côté Lakers qui sont bien représentés au niveau de ce logo. Avoir un côté un petit peu psychédélique aussi, je veux dire, enfin, ils apparaissent, ils disparaissent, c'est assez sympa. Moi, ce que je suis peut-être moins pour, c'est plutôt la police qui est utilisée pour nommer les pays lorsqu'ils seront diffusés sur YouTube ou un truc comme ça. Je la trouve un peu classique, vraiment pas originale et pas fait pour ce format-là. Enfin, j'aurais préféré que ça soit peut-être autre chose, mais non, enfin, je vous suis après sur le reste, ça, pour moi, c'est vraiment. Même si je dirais qu'à la limite, c'est assez représentatif un peu de la Suisse, quoi. C'est vraiment, ça ne m'étonne pas, donc non, enfin, j'ai pas plus de problèmes par rapport à ça. Bah, il y a eu évidemment beaucoup de critiques concernant la typologie de la charte graphique de l'Eurovision 2025. C'est peut-être même la plus grosse critique, finalement, de toutes ces révélations. D'autant qu'il y a pas mal de critiques assez constructives sur cette typologie, au-delà de «Oh, c'est moche», au-delà de ça, il y a eu des remarques d'occasions manquées, notamment pour faire, vu qu'on est en Suisse, de faire référence à Adrian Frutiger. Adrian Frutiger qui est une personne qui a créé énormément de typologies et qui est donc est suisse et donc qui a créé énormément de typologies comme Avenir, donc Frutiger évidemment, Glypha ou Serifa par exemple. Voilà, c'est toutes ces typologies-là. C'est Adrian Frutiger qui les a créées et donc ça aurait pu être judicieux du coup de la part de l'UR d'utiliser l'une de ces typos au lieu de finalement partir sur une typologie sérif, classique, tout ça. Enfin, voilà, c'est une opportunité, c'est peut-être une opportunité loupée. Et là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec cette remarque-là. Mais voilà, globalement, c'est une charte graphique et une scène, en tout cas la scène qui est globalement appréciée, et la charte graphique qui... J'ai un peu cette sensation, globalement, que c'est un peu en mode, bah, elle est là, quoi. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas horrible non plus, quoi. Donc elle est efficace, disons. C'est un peu le maître mot, j'ai l'impression. Voilà, c'est une charte graphique qui est efficace. À voir, évidemment, elle vient à peine de sortir. L'avis sur ce genre de choses est toujours diamétralement opposé entre le jour J où elle est révélée et quand elle est mise en action au fur et à mesure des mois jusqu'à mai pour les shows live. Voilà, à chaque fois ça change et généralement les gens s'y font. Je pense que cette fois-ci ça sera toujours le cas. Les participants de cette Eurovision 2025 ont enfin été révélés et petit spoil, il n'y a pas non plus énormément de surprises, donc nous serons 38 participants pour cette Eurovision 2025, avec évidemment la France hein, qui sera évidemment de la partie, mais globalement, pour faire un résumé, tout ce qu'il y a de plus classique, on prend les mêmes, tous les participants de l'Eurovision 2024, et on y rajoute le Monténégro qui fait son retour après sa dernière participation en 2022 avec Vladana. Donc on sera 38, ce sera une première dans l'histoire de l'Eurovision, qui est 38 pays dans le line-up. Évidemment, il y a des pays dans le tas dont un retour était attendu et qui finalement ne seront pas là. Je pense notamment à la Macédoine du Nord qui sous-entendait un retour pour 2025. La Roumanie, pareil, qui était partie l'an dernier dans des conditions assez étranges
est assez incertaine, donc on pouvait espérer un retour, mais pareil, ça ne sera pas le cas. Et Monaco, évidemment, qui a lancé sa chaîne personnelle, qui a rejoint l'UER, concrètement, rien ne les empêche d'intégrer le concours, mais ce ne sera pas le cas pour 2025. Donc je vais d'abord laisser la parole à Gwen, pour le coup. Toi, Gwen, bon, 38 participants, est-ce que ça te semble carré? Est-ce que pour toi, il aurait fallu avoir plus de monde? Est-ce que c'est pas assez? Bah, après 38 pays, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, ça fait des demi-finales à 16 pays, avec 6 finalistes directs. Après, oui, c'est dommage, on aurait bien aimé que la Macédoine du Nord ou la Roumanie reviennent au concours. Mais financièrement, ça a l'air compliqué. Faut pas oublier aussi que, par exemple, Andorre, Bosnie-Herzégovine et Slovaquie, on aimerait bien les revoir aussi, mais bon, c'est compliqué financièrement. Bosnie-Herzégovine, ça risque d'être Peut-être, très très compliqué. je pense qu'il va falloir peut-être attendre quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, on voit peut-être même Monaco aussi, ou je sais pas, peut-être pas quel autre pays qui pourrait revenir, ou peut-être le Kosovo, à moins que le Kosovo, je sais pas si la Serbie serait d'accord pour qu'il participe, J'ai un doute. mais c'est c'est pas mal. Peut-être attendre, je dirais peut-être 3 ou 4 ans, peut-être pour revoir un concours à 42 ou 43 pays, mais je pense que déjà 38 pays, c'est déjà bien payé. La grande époque de 2018. Ah là là, qu'est-ce qu'on était heureux. Qu'est-ce qu'on était 2008 heureux. aussi. Oui, 2011. oui, bien sûr, évidemment. Mais 2018, vraiment, c'était le raz-de-marée. C'est le dernier vrai raz-de-marée, finalement, de l'Eurovision, où on était au-dessus de 40, finalement. Si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Ouais, voilà. Il y avait Mais 2021 quand même. 2021, on était 40 tout pile? Je crois que c'était 40, hein. Ah, bah alors tout va bien. Ou 39. Voilà. Ah non, je dis pas une connerie. Pardon. Euh, Attends. Ok, très bien. Ah non, c'était 39, autant pour C'était moi. 39. Au Ah, bon début, voilà, au, je ne suis pas au fou. début, c'était Oui, mais au on était début, 40 en c'était 2022. 41. C'était 41 au début, mais ensuite la Biélorussie a été exclue et l'Arménie s'est retirée à cause du conflit. Et Ouais, c'était voilà. 40 en 2022. Et c'était 40. Bah non, 2022. la Russie, elle s'est fait dégager. Ça Attendez. m'étonnerait. Bah attends, Non, bah, C'était 2022, 40 c'était en bien 40. 2022, mais ça aurait dû être 41 et là la Russie s'est fait exclure elle aussi. Ouais, ah, Donc ça bon, bah, aurait très dû. bien. voilà. Très bien, d'accord. Donc, ok. Donc, en fait, finalement, cette baisse de participants, qui reste moindre malgré tout, ça reste quand même très, très, très récent, finalement. Toi, Alejandro, 38 participants carrés? Franchement, je trouve que c'est très bien. Ça nous fait des demi-paires, ce qui est pas négligeable. Mais non, moi je trouve ça franchement raisonnable. Après, oui, forcément, quand il y a plus de pays, c'est mieux. Mais là, en l'état, je trouve que ouais, 38 pays, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Évidemment qu'on s'attend à avoir le retour de Monaco, hein, on l'a dit. Même si, bon, je suspecte plus qu'ils reviennent l'année prochaine parce que ça fera leur 20e année de non-participation et je pense que peut-être pour marquer le coup, ce sera plus symbolique, on va dire. Mais en l'état, ouais, 38 c'est très bien et voilà, qu'on laisse le temps aux non-participants de se remettre un peu et ils reviendront quand ils pourront revenir. C'est ça. Mais même pour Monaco, j'ai vu énormément de personnes faire le vœu qu'ils fassent un retour à la manière du Luxembourg. C'est-à-dire que vraiment, ils annoncent leur retour pendant la période Eurovision pour l'an prochain. Genre, on est en plein dedans et hop, voilà, le revenant, le quarantenaire là, qui fait son retour après des années d'absence, etc. Ça serait quand même merveilleux. C'était quand même insolite, c'était quand même un beau moment. Le retour Oui. du Luxembourg, ce serait beau Mm. que ça se reproduise. Ce serait très Ah, marrant. mais je les sens bien capables hein, de nous faire une Luxembourg. C'est ça. Mais en vrai, entre tous les pays dont le retour est, entre guillemets, pressenti, voilà, les trois que je viens de citer, peut-être un peu la Bulgarie aussi, des pays dans ce style, c'est vrai que pour le coup, s'il y en a un dont je suis assez serein d'un retour dans pas longtemps, vraiment pour moi, c'est Monaco, pour le coup. Ça me semble. En fait, je vois pas pourquoi il reviendrait pas, en fait. Vraiment, je ne vois pas pourquoi il reviendrait pas. Genre, me faites pas croire que Monaco n'a pas l'argent, c'est Monaco. Arrêtez vos bêtises. C'est Monaco, à un moment, merde. En fait, je pense surtout ils attendent d'avoir un peu d'expérience avec leur chaîne. Enfin, TV Monaco, elle a même pas 2 ans pour l'instant. Donc je pense d'abord ils laissent le temps d'expandre un peu leur chaîne et ensuite on reparlera de l'Eurovision. Je pense que c'est plus ça. Mais entre ça et la Macédoine du Nord, je pense qu'on risque de les revoir dans pas longtemps. Et toi te concernant, Alexandre, 38 participants, je sais que toi, t'es très adepte d'avoir un max de pays possible, etc. Donc là, le fait qu'on en ait un de plus, c'est pas non plus la folie, mais ça reste quand même une chose très positive pour toi. D'autant plus
On n'en parle pas depuis le début, c'est le fait qu'il y a eu énormément de doutes par rapport à tout ce qui s'est passé à Malmö. Il y a eu énormément de doutes, beaucoup de gens qui pensaient que on allait voir des pays se retirer. Au final, personne n'est parti, et c'était plus une panique de masse qu'autre chose, quoi. C'était plus de peur que de mal. Oui. Donc, ouais, je pense que t'es plutôt rassuré. Rassuré, je sais pas si je dirais ça. Je pense que surtout l'UR a fait énormément de lobbying auprès des diffuseurs pour qu'ils restent, notamment avec leur code de conduite, hein. Même les Avotros l'a dit eux-mêmes, hein. Ils ont dit que ils sont restés parce que ils ont été convaincus par les efforts de l'UR. Mais clairement, je pense que l'UR elle-même, en soi, elle s'en fiche de trouver des solutions. Ils veulent juste absolument convaincre leur poupée pour qu'ils restent, en fait. C'est tout. Et ça a marché. Maintenant, je suis content, bien sûr, pour le Monténégro. Enfin, de toute façon, on a déjà leur chanson. Après moult tumulte, Oui. mais on l'a. Moult drama, mais nous l'avons, Et c'est bon. après, je trouve que 38, c'est déjà mieux que 37, mais je trouve que c'est encore un peu léger comparé à ce qu'on a eu dans les dernières années, hein. Je veux dire, il y a une époque bah, où on avait toujours au moins 40 pays. Bon, bah, cette époque, maintenant, ça va être compliqué parce qu'on a deux pays qui ont été exclus. Deux qui sont partis, je crois au moins deux qui sont partis pour des raisons politiques, euh, parce que, enfin, voilà, des raisons politiques, hein, la Hongrie notamment. Et puis on a même la Roumanie encore récemment qui du coup bah, ne revient pas. En même temps, vu le contexte électoral là-bas actuellement, peut comprendre que ce soit vraiment pas vraiment leur priorité. Mais il faudrait que je fasse un TED Talk d'ailleurs sur comment la Roumanie a vraiment fait preuve. Enfin, un TED Talk vraiment sur le downfall de la Roumanie et à quel point c'est passé d'étant littéralement une powerhouse de l'Eurovision avec de très bons résultats à vraiment un pays qui galère tous les ans à se qualifier. Alors qu'avant, bah, ils ont jusque, jusqu'en 2018 aucun pays, enfin, aucune de leurs chansons ne s'était trop. Enfin, bref, je divague, mais en tout cas pour dire que j'espère que Éliminé ce en demi-finale. nombre. Voilà, merci. J'espère que ce nombre va rester stable et qu'il augmentera. Et pour le coup, alors tu parlais de Monaco, pense que dorénavant la stratégie de l'UR a changé. Je pense que si jamais un pays devait revenir, on le saura à l'avance en fait. Bah, c'était déjà le cas du Monténégro. Leur retour a été, alors pas annoncé en direct, mais il a été annoncé avant la fin enfin déjà avant la deadline. Enfin après oui avant la deadline c'est ça. Et même avant le reveal de toute la liste. Et c'était pareil avec le Luxembourg. Le Luxembourg, Bon, eux, c'était encore pire. oui, ils ont carrément été annoncés pendant, même avant que l'Eurovision 2023 ne se termine. Donc voilà, je pense que désormais il y aura plus de surprises. Voilà, Je il y pense que aura ça plus c'est de, il y a fini. plus de retour de l'Arménie. D'un coup, annonce du line-up, il y a l'Arménie dedans. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, des trucs comme Bah, ça. voilà, bah, l'Arménie ils sont là de toute façon. Ouais, mais je sais plus, Mais voilà, puis je sais plus l'Arménie. c'était quelle année où ils avaient annoncé le retour de l'Arménie pendant la vidéo annonce du line-up complet. Et genre, il n'y avait pas de rumeur, rien du tout. Et là, d'un coup, Ah, l'Arménie qui pop de nulle après, part. le cas de l'Arménie est un peu particulier, c'est parce que quand ils se retirent, c'est généralement à cause de leurs voisins qui les embêtent. Donc On ne ça, citera l'ER, pas qui. déjà de base, déjà le ER aurait déjà dû exclure de l'Azerbaïdjan il y a longtemps pour ça, mais bon, bref. Voilà, là pour le coup, c'était logique qu'ils réannoncent l'Arménie pendant, enfin, dans leur espèce de vidéo qu'ils avaient publiée à l'époque en mode tiens coucou re-bienvenue, mais voilà. Et c'est pour ça qu'à mon avis si jamais il n'y a pas d'annonce pour Monaco, je dirais bah, de la même manière que en 2023 pour le Luxembourg ou un peu après, bah c'est qu'il n'y aura pas Monaco. Euh, voilà. Et d'ailleurs fun fact, mais c'était le cas aussi pour l'Italie en 2010 quand le R avait à l'époque du coup fait un tweet parlant d'une surprise, et la surprise, bah, c'était le retour de l'Italie. Donc ça, c'était. Alors je ne sais pas si c'était
en même temps que l'annonce de la setlist, c'est trop vieux pour le coup. Mais voilà, généralement, ils annoncent au préalable quand il y a un nouveau pays qui rejoint la fête. Voilà. Exact, exact. Alors après, concernant l'arrivée de nouveaux pays potentiels, etc., voyant l'état actuel des diffuseurs qui ne sont pas présents, donc qui sont pas là, soit par manque d'argent, parce que les frais de participation sont trop élevés, soit pour raisons politiques, comme avec la Turquie ou la Hongrie, soit par raison de vous foutez la merde, hein, la Russie et la Biélorussie notamment. Voilà, avec l'état actuel, il y a j'ai vu pas mal de discussions se disant est-ce que ils vont pas, par exemple, faire du cas de l'Australie un cas un peu plus étendu, c'est-à-dire proposer la participation à l'Eurovision à plus de pays non européens. J'ai vu notamment ça pour le Canada, notamment. Voilà, proposer au Canada de participer à l'Eurovision, des trucs comme ça. Évidemment, les États-Unis, des trucs comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est une option viable et envisageable d'inviter des pays comme l'Australie extra-européens, mais genre vraiment extra, genre ça va au-delà du Caucase ou des trucs comme ça, genre vraiment qui vient de l'autre bout du Hmm. globe. Bah, moi, j'aime bien l'idée, mais après, le problème, c'est que déjà, pour tout ce qui est Asie, c'est compliqué parce que le concours est diffusé à 21h chez nous. Et quand il est 21h en France, il est 4h du matin en Chine. Donc c'est compliqué d'attirer un marché sur ça, Ça, à la limite, vers ça pose ça. pas de problème aux Australiens. Donc en vrai. Ouais, mais l'Australie, en fait, c'est vraiment l'Australie, c'est vraiment un échange win-win en fait. Pour le coup, c'est particulier, c'est parce que genre vraiment, ils diffusent le concours depuis vraiment longtemps et même si personne ne le regarde, c'est un échange de balles, je dirais. Mais pour le coup, la Chine, je veux dire, il y a aucun vrai échange entre ce pays-là et le R. Je sais même pas s'il y a des diffuseurs chinois qui font partie de. Enfin, je sais qu'il y a CCTV, hein, du coup, c'est l'organe public. Mais voilà, je vois pas des diffuseurs chinois bosser avec l'UR là-dessus. Les États-Unis, je pense qu'il y a eu clairement un intérêt pour l'UR de les inviter récemment. À mon avis, j'ai même lu quelque part que. Alors ça, je sais pas si c'est vrai. Ils pensaient inviter les États-Unis si jamais l'American Song Contest fonctionnait. Bon Bon, bah, on sait que ça s'est pas fait. c'est Du coup, loupé. à mon avis, ça aurait pu, je pense que l'American Song Contest aurait pu marcher comme une sélection nationale pour les États-Unis, justement, pour qu'ils puissent sélectionner leurs représentants. Le problème, c'est que vraiment, ça a duré trop longtemps. C'était beaucoup trop long. Je veux dire, Mhm. ça a duré même plus longtemps, je crois, que quasiment autant de temps que la saison des sélections. Et entre mars et mai, enfin, je veux dire, la finale a eu lieu en mai, hein. Donc, C'est un peu compliqué. vraiment, voilà. Puis même le format un peu le format, cette espèce de format mix entre le X Factor ou je sais pas quoi et le Melfest, c'est trop, c'était trop long quoi. Donc je pense que les États-Unis on peut oublier. Et le Canada aussi, de mémoire, CBC a dit qu'il n'était pas intéressé non plus. Mais enfin voilà. Donc Mais ouais, ça peut potentiellement être une option pour le long terme. Pas pour tout de suite, clairement pas. Mais oui. d'ici 10 ans, genre à l'Eurovision 2034, on pourrait s'attendre à voir un Canada dans le line-up ou un truc dans le genre, un pays extra-européen. Ça peut totalement être envisageable sur le long terme. En attendant, 38 participants, c'est carré. C'est historique. C'est historique. Et surtout, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que par rapport à l'édition précédente, personne n'est parti. Et ça, c'est l'essentiel. Oui. Enfin, personne n'est parti. Bon, c'est pas sûr. c'est pas sûr. Bon, il y a des petites affaires avec un certain pays. On en reparlera quand ce sera un peu plus concret. Mais pour donner un petit résumé, bon, pour Israël, c'est pas garanti. C'est pas garanti du tout. On verra ça à l'avenir. On vous tient au jus. Voilà. On a fait un petit message vis-à-vis de ça sur l'onglet communauté. Je vous invite à aller le retrouver. Donc 38 pays, c'est très bien. Et à l'un d'entre eux, qui a passé à la vitesse supérieure cette semaine et qui a révélé son artiste, on en parle dès maintenant.
Et de quel pays je parle? Je parle évidemment de la Tchéquie. La Tchéquie qui, déjà il y a quelques jours, ça fait quelques jours déjà que l'info est tombée, a révélé son représentant pour l'Eurovision 2024. Et donc après Aiko, ce sera un autre artiste en A qui viendra les représenter en la personne de Adonis. Adonis qui est un artiste qui était extrêmement attendu par la communauté, qui a été présent dans pas mal de concours de fans, voilà, qui... Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, en gros, c'est voilà, des concours de fans qui sont organisés par la communauté, où chacun désigne une chanson, peu importe laquelle, pas besoin du consentement de l'artiste, etc., pour découvrir des nouveaux morceaux, pour se battre entre eux, pour représenter chacun un pays. Voilà, c'est des petits trucs marrants comme ça. Et donc Adonis était pas mal présent dans ces concours-là, notamment pour représenter la Slovaquie, dont il est d'origine. Donc Adonis qui possède un style polyvalent mélangeant de nombreux styles de pop tout en le mélangeant à de la danse, notamment avec ses plus gros titres comme Moving On, Game ou encore No Common Measure. Adonis a décrit sa chanson pour l'Eurovision comme sans compromis, effronté avec une touche cinématographique et de la place pour danser. Donc pour l'instant on n'a pas de date, on n'a pas de titre pour sa chanson, mais clairement Adonis c'est un artiste qui risque de faire parler de lui à Bâle. Toi, Alejandro, qu'est-ce que t'en penses d'Adonis? Je sais que tu es très content de le voir ici. Ouais, je suis très content parce que je l'avais découvert justement dans les fan contests, comme tu l'avais dit. J'avais adoré, j'avais tout de suite accroché, j'adore son style, j'adore ce qu'il fait. Je pense de son répertoire, la chanson qui me plaît le plus, ça doit être Game, je dirais. Je pense que c'est ma préférée de ce qu'il propose. Et ouais, non, forcément, ça fait toujours quelque chose de voir un artiste de fan contest passer à l'Eurovision, on se dit tiens, Ah bah tiens. on sait d'où on l'a connu, et le voir à l'ESC, ça fait quelque chose. Du rêve à la réalité. Non, mais ouais, c'est ça. Et Dieu sait que les artistes dans ce genre-là, ils sont très nombreux. Ah bah merde, c'est pour de vrai maintenant, merde. Oh la vache. C'est pas du chiquet. Ah ouais, non, donc donc je sais que beaucoup de gens, justement des fans contest, sont très contents et forcément de l'avoir. Donc voilà, j'attends sa chanson avec impatience. D'après la description, en tout cas, ça sent très bon. Donc voilà, à voir ce qu'il va proposer, et surtout, espérant que la chanson ne mette pas 3 plombes à sortir, parce que là, la patience va être longue à tenir. Vous avez annoncé Adonis maintenant, ne nous faites pas traîner en bourrique là, je vous en supplie. C'est ça, exactement. Voilà, si c'est pour sortir la chanson dans 20 ans, fallait l'annoncer à ce moment-là aussi, merde. Fallait l'annoncer en février. Mais en tout cas, c'est clair, Adonis, il va nous mettre sur le dance floor a priori. Toi, Gwen, qu'est-ce que t'en penses d'Adonis? T'es un peu hypé? Est-ce que tu le connaissais au moins, Adonis, avant l'annonce? Je ne connaissais mais absolument pas du tout. J'ai quand même pu écouter, je crois que c'était Moving On, j'avais écouté, mais j'étais un peu étonné parce que je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais à quelque chose un peu plus, qui bougeait un petit peu plus, et au final, c'était une balade qui était un peu classique, mais bon, qui pouvait marcher. Mais je l'aurais pas vu pour l'Eurovision. Je me dis, on va peut-être attendre sa chanson, mais quand je vois, enfin, on voit son charisme, je me dis qu'il ressort quand même quelque chose d'assez important, même d'imposant aussi. Je me dis que il peut jouer les troubles faits à l'Eurovision, et si tu décris sa chanson telle que tu l'as décrit, je sais pas pourquoi je m'attends peut-être à un peu comme Loïc Notet en 2015, une sorte de un peu Rim Inside dans ces eaux-là. Mais après, ça peut être peut-être un peu plus aussi dansant, donc pourquoi pas. Après, effectivement, ouais, ayons vite sa chanson, qu'on puisse l'écouter, comme ça, je pense on pourra un peu plus parler dessus. Exact, bah évidemment, c'est comme toutes les révélations d'artistes. Moi, personnellement, je connaissais Adonis, mais uniquement avec sa chanson Moving On, du coup. Et d'ailleurs, du coup, quand il a été annoncé, j'ai pas capté de suite. Et ensuite, en repensant à cette chanson, je me suis dit, mais oui, c'est sa chanson à lui, c'est lui! C'est lui, Moving On, merde! Ah bah, ça va être super! Donc, du coup, j'étais très content. Puis j'ai écouté le reste de ses chansons. Et alors, tu me confirmes ou pas, Alejandro, t'es un peu plus calé sur sa discographie, mais je trouve que son style est très... pas fluide, mais il change très régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a une Oui. chanson qui a un style un peu The Weeknd, tu vois, de la pop un peu rétro, une autre où c'est bien plus orchestral avec Moving On, un autre où c'est plus trap, enfin, voilà, comme j'ai dit, c'est des variations de pop, et il pioche, il change de temps en temps, etc. Il est très très versatile, il essaie Exactement, toujours voilà. de nouvelles choses, etc. Donc ouais. C'est ça. Et du coup, en écoutant un peu plus sa discographie, notamment avec No Common Measure ou Game, par exemple, voilà, il y a des chansons à lui que vraiment j'apprécie beaucoup.
notamment Game et Moving On. Mais il y en a d'autres que j'aime moins. T'as du goût, t'as du goût. Ah, bah bien sûr, check de loin, check de loin. Mais pour le coup, il y en a que j'aime moins. Pour le coup, ouais, avec lequel j'accroche moins. Et c'est normal, parce que si à chaque fois il teste de nouveaux trucs, à chaque fois il expérimente, donc forcément, il y a des fois, c'est pas des ratés, mais il y a des fois où eh ben, t'accroches moins, parce que voilà, c'est ça le défaut d'avoir un style très versatile. C'est compliqué de convaincre un groupe de personnes à chaque fois avec des chansons différentes. Donc, ça pour le coup, c'est un artiste. Autant des gars comme Théo Evan, par exemple, pour Chypre, on sait à peu près à quoi s'attendre avec lui. Adonis, je ne sais pas à quoi m'attendre. Ça sera de la pop, ok, mais quelle pop, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Donc, vu mon appréciation assez variable de ces chansons, personnellement, je vais attendre. Et toi, te concernant, Alexandre, Adonis, est-ce que ça te hype pour la Tchéquie? Bah honnêtement, oui. Comme tu dis, alors je vais faire moins rapide que vous, enfin moins long que vous, mais effectivement, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt pour cet artiste parce que, alors j'ai écouté rien concrètement de sa discographie, mais de ce que tu dis, hein, de ce que les autres ont dit, donc le fait qu'il ait une discographie très variée tout en restant dans un milieu plutôt pop, bah moi ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore The Weeknd, comme tu as dit. J'adore l'orchestral aussi. Bon, par contre, je déteste la trappe, mais ça c'est pas grave. En tout Ah bah, cas, ça sera au petit bonheur la chance. Bonne chance. voilà. Mm. Mais en tout cas, le fait qu'il ait qu'il soit confortable et qu'il soit confiant dans différents sous-genres, pour moi, en tant qu'artiste, enfin pour un artiste, je trouve ça extrêmement positif. Et bah, on peut voir que bah, ça a payé, hein, notamment juste avec The Code qui reprend énormément de sous-genres, même parfois même des genres complètement différents. Ça, on l'a déjà vu. Donc, s'ils arrivent à faire quelque chose de similaire, j'ai pas entendu la chanson, hein, je suis pas en train de vous cacher les trucs, Tu n'as mais rien moi dit. je dis ça peut gagner. Il y a un truc, il y a un truc à jouer, il y a un coup à jouer. Tu penses qu'il y a une Franchement, bonne. Tu penses Adonis, il a une bonne vibe? moi, franchement, je trouve que oui. Déjà, le fait que la Tchéquie change de stratégie pour se concentrer sur un seul artiste, déjà, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y aura plus d'efforts sur un seul et même morceau. Peut-être que les artistes seront moins laissés à eux-mêmes pour augmenter leurs chances. Alors, je sais pas si c'était le cas avec Aiko, mais je sais qu'Aiko, bon, elle a des gens proches d'elle, elle a des amis, etc. Elle a sa copine qu'elle s'est faite d'ailleurs pendant Malmö, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Mais elle a la beaucoup batteuse de, de elle a beaucoup Megara. Mm. voilà, exactement. Et elle a beaucoup de connexions avec le monde de la musique en général. Mais c'est vrai que j'aime bien quand les diffuseurs donnent un peu plus de moyens à leurs artistes. Ce que certains pays ne font pas du tout, hein. Oh, Et d'ailleurs, j'aimerais euh, rajouter un truc, pendant voilà. que tu tousses, j'aimerais rajouter un truc par rapport à ce changement de stratégie de la Tchéquie. C'est le fait que pour l'Eurovision 2025, cette fois-ci, la Tchété, je sais pas exactement comment on prononce le nom de la chaîne, mais donc le On va dire diffuseur la tchèque, CT. la CT, voilà. La CT, le diffuseur tchèque, donc, a annoncé que pour 2025, l'Eurovision sera diffusée sur leur chaîne principale et non leur chaîne Oui, oui. secondaire. Donc voilà, il y a une. On dirait vraiment qu'ils ont confiance en Adonis. Ils pensent Bon, après, sincèrement il va y avoir de l'attrait pour lui et de la hype pour les après, Tchèques. à Skip, ils avaient déjà annoncé ça une fois, alors je sais plus quand, et au final, ils l'ont pas fait. Donc, mais j'ai confiance que cette fois-ci, ils le feront vraiment. Et voilà, globalement, on a tout dit. Je trouve que cet artiste a une bonne vibe, juste tout simplement. Donc le fait que se concentrer sur un seul morceau, bah, ça peut payer. Et c'est pour ça que, moi je le redis, hein, c'est pour ça que la qualité musicale de l'édition 2021 est bien meilleure, hein, parce qu'on a eu beaucoup moins de sélections nationales. Et bah, le Royaume-Uni, j'allais dire, pas du tout. La Tchéquie bah, semble en prendre de la graine et je trouve ça très bien. Donc j'ai vraiment hâte d'écouter son morceau et vraiment, il peut prendre mais tout son temps. Vraiment, il n'y a pas de Il est problème. tranquille. Il peut sortir vraiment la chanson même le 20 mars, je m'en fiche. Oh, ouais, pas de problème. Vraiment, je suis plus à ça près. Par contre, c'est Ah non, marrant le pas petit en lapsus que confiance, tu as pas en fait. confiance. C'est marrant le petit lapsus que tu as fait avec le Royaume-Uni, parce qu'il y a pas mal de gens, en tout cas en termes de physique, qui le comparaient pas mal à Holly Alexander. Il y a un truc de manière générale, de toute façon, c'est que j'ai l'impression que les chanteurs tchèques, enfin de manière, les artistes tchèques qui s'exportent à l'international, ont beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais ils ont tous une vibe british. Quand on voit notamment Aiko qui, de mémoire, a grandi au Royaume-Uni, si je dis pas de bêtises. Quand on voit aussi, bah, quand on écoute la chanson Friend of a Friend de 2019, qui a été interprétée par je ne sais plus qui, mais vous Lake voyez de quoi Malawi. je Lake parlais. Malawi.
Lake Malawi, exactement. Je veux dire, l'accent du gars qui chante, c'est clairement un accent britannique, hein. Ça m'étonne pas, voilà. Ça m'étonne pas. Voilà. Pour le coup, ouais, je vais te rejoindre sur la vibe. En tout cas, alors, peut-être pas au point de. Là, comme ça, j'ai une bonne vibe. Je pense que la Tchéquie joue quelque chose pour la gagne ou quoi. Mais là, comme ça, j'ai du mal à me dire Adonis qui se fait NQ. Je sais pas, ça sonne faux. Je trouve que ça sonne faux. Donc, j'ai un bon feeling. Franchement, j'ai un bon feeling. Donc, globalement, une attente, beaucoup d'attentes en ce qui concerne Adonis. Et je pense aussi beaucoup d'attentes de la part du diffuseur tchèque le concernant. Je pense que là, pour le coup, Adonis, il va avoir beaucoup de poids sur ses épaules. Donc j'espère qu'il aura le cran pour ça. Ça risque de, voilà. J'ai l'impression que Adonis, c'est un peu un tournant pour la Tchéquie, une tentative de tournant pour la Tchéquie, plus compétitif de leur part. Donc c'est tout ce qu'on leur souhaite, hein, évidemment. Et on espère qu'Adonis gérera malgré les attentes. On lui souhaite bonne chance et rendez-vous donc pour la sortie de sa chanson. On sait pas quand. Wait and see. Pour conclure cet épisode, on va faire un petit aparté très rapide. Enfin, nous, quelqu'un surtout, plus précisément, un aparté très rapide sur les différents line-up des sélections nationales qui ont été révélées cette semaine. Aucune chanson, que des participants. Donc, sur 5 sélections nationales qui ont été révélées, celle de la Serbie avec le Pesmaza Evreviziu, celle de la Lituanie avec l'Eurovisia.lt, celle de l'Ukraine avec le Vidbir, celle de Malte avec le Malta Eurovision Song Contest et celle de la Slovénie avec l'EMA. Donc il y a une personne qui a envie de parler de tout ça, c'est Gwen. Donc je vais le laisser la parole. Toi Gwen, toutes ces sélections, il y a qui t'intrigue dans toutes ces sélections? Bon, je vais essayer d'être succinct un petit peu, hein. Pour la Serbie, je me dis que ça peut être pas mal la Serbie. On a quand même la participation de Bojana qui avait représenté la Serbie au junior en 2018. On a la présence de Milan Nikolic qui avait représenté lui la Serbie au senior en 2009. Bon, il n'avait pas réussi à atteindre la finale, le pauvre. Après, je me dis qu'il y a des noms qui ont l'air d'être pas mal. Il y a une chanson de Sanja Vucic en tant qu'autrice-compositrice. Il y a Vladimir Garic, je me dis ça peut, je sais pas, ça peut être pas mal de la part de la Serbie, à voir ce que ça donnera. Il y a quand même Vilia et Yeva Zazis-Moskaite qui sont présents et qui ont déjà représenté la Lituanie à l'Eurovision. Après, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu les mêmes noms chaque année, hein. On a Gebrasi, j'ai vu qu'il y avait Victoria Faith, j'ai vu qu'il y avait San Francisco, Queen of Roses, Petunia. J'ai l'impression que ça date d'une bonne line-up. Aussi, je pense que je peux avoir confiance sur la Lituanie. Bon, après, par contre, une petite information, c'est que Evelina Ganchevska devait participer à la sélection, mais sauf que elle a été disqualifiée là pauvre. Elle a connu une petite mésaventure, c'est qu'en fait, la chanson qu'elle devait interpréter, elle est interprétée en Croatie. Exactement, les mêmes Donc ça, chansons, exactement la même. voilà, de Ilva Ilina Person, et comme tout le monde me connaît dans ce podcast, c'est que Ilva Ilina Person sont les pires autrices-compositrices de toutes les sélections nationales. Et bon, il fallait qu'elles en fassent une, elles en ont fait une. Ça ne m'a pas trop étonné, on va dire. Non, mais le line-up après en soi, j'ai l'impression qu'il a pas l'air dégueulasse. Je me dis que ça peut être bien pour la Lituanie. Malte, j'ai pas trop confiance en eux. Enfin, j'ai plus confiance depuis qu'ils font leur sélection Malta Eurovision Song Contest. J'aimerais bien qu'ils reviennent à X Factor ou faire un truc de The Voice là parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Moi, ce que j'ai eu l'impression aussi au niveau des auteurs-compositeurs, j'ai l'impression qu'ils sont allés les chercher en Suède et en Norvège. On voit quand même Tom Hugo de Keino qui a fait 2 chansons. On voit Lina Adeb aussi qui a fait une chanson. Mélanie Webb aussi, Patrick Jean. Après, on retrouve les mêmes noms, hein. On retrouve Christina Magrin, Stéphane Gallia, Kurt Kaleja. Kurt Kaleja qui avait représenté Malte en 2012, si je dis pas de conneries, avec C'est This ça, Is the Night. exact. Je Mais suis il n'y pas a pas très Matt confiance en Black. Malte, à mon avis. Je pense qu'ils vont encore faire la même connerie cette année. Ils vont se retrouver encore éliminés en demi-finale, ce qui ne m'étonnera pas. Mais bon, à voir. Après, on a que 10 secondes de snippet. Je pense que c'est peut-être un peu court. On verra ce que ça donnera quand il y aura les chansons en entier. Voilà. Par contre, je tiens à noter aussi la présence Euh, d'un certain groupe avec un titre merveilleux. Est-ce que tu pourrais nous le Ah oui, dire pour d'ailleurs, il nous, faut que Gwen? tu le lances ce titre, en fait. Ah, c'est toi qui parles, c'est à toi de le dire. C'est toi qui Ah, présente tout c'est le monde. La Rata Takeke La Rata Kaboom. Voilà, Moi, je exactement. savais. Vous avez pas compris? Bah, espérez qu'il gagne, comme ça on le répétera. Voilà. D'ailleurs, je vois que c'est la chanson de Lina Adeb. Alors, Lina Adeb, pour tous qui connaissent peut-être l'Eurovision, hein, c'est Heroes de Manzama Love, c'est Monsters de Sarah Alto. Elle a fait énormément de chansons pour l'Eurovision. Donc, qui sait, peut-être ça peut être la bonne chanson qui peut être choisie aussi. Comme ça, on sait que tu le rediras, tu leur annonceras, Mike, en temps et en heure. Voilà, les mecs, ils ont vu Visminus et Pouloup, ils ont dit All My Beer. Ils ont C'est tenté. clair. Les fous furieux. Pour l'Ukraine, bon, c'est peut-être un peu large, l'Ukraine. Enfin, je dirais pas large, mais bon, c'est pas, on n'a pas de chanson, on n'a pas d'auteur-compositeur. Mais on voit quand même qu'il y a la présence de Kayat
qui avaient tenté dans le passé. Zifferblatt, Yagodi. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que le line-up a l'air assez sympathique, à voir ce que ça peut donner. Bon, je vais peut-être pas trop m'attarder dessus parce que c'est un peu bref, on va dire. Oui, sachant également j'ai- que la moitié d'entre eux feront partie d'une wildcard avant pour empocher une place en finale. Donc voilà, c'est peut-être le Ouais, là, ce line-up qu'on le a eu, c'est plus une hâtif pour l'instant. pré-liste. Voilà, Une la longue pré-line-up, liste comme elle s'appelle. Et je vais finir par la Slovénie. Slovénie, alors les noms sont pas très connus en Slovénie. Peut-être les deux seuls qui sont peut-être assez connus, c'est July Jones qui avait tenté en 2022 sans réussir. Après, il y a Clemens Laconia. Alors Clemens Laconia, c'est plutôt je dirais un humoriste, chanteur, qui est assez connu aussi pour avoir fait, je crois, une parodie de l'Eurovision en 2020, enfin lors de la sélection slovène en 2020, si je dis pas de bêtises. Voilà, un récap de toutes les Euh, chansons de la Slovénie dans l'histoire de l'Eurovision. Il les a toutes réinterprétées ouais, lors d'une c'était, track. voilà, il est surtout connu pour ça. Après, je vois qu'il est accompagné de Maja Slatin-Slek au niveau de la composition, qui elle avait été choriste pour la Slovénie en 2006. Donc je me demande ce que ça va donner sa chanson, ça va être assez bizarre. Bah Clement, disons qu'il est surtout connu Euh, aussi pour ses réinterprétations, ses parodies de personnalités connues, comme par exemple Angela Merkel ou Vladimir Poutine, avec sa chanson Poutine Put Out, qui voilà, je recommande d'ailleurs, c'est très drôle, c'est très très drôle, j'aime beaucoup. Moi, ce qui m'inquiéterait peut-être pour la Slovénie, c'est le mode enfin, de sélection. Je me dis, tu as un premier tour où tu vas avoir qu'un jury qui va choisir deux chansons, et puis après, le public qui va choisir parmi les deux chansons. J'ai peur que la Slovénie ne fasse pas le bon choix, mais bon. On va voir, on n'a pas encore les chansons encore en écoute, mais je sais pas pourquoi je mettrais une pièce au July Jones, à voir. Peut-être s'il faut peut-être que quelqu'un d'autre m'étonnera et réussira à te choisir aussi. Bah pour le coup, après le MA, c'est un line-up qui est assez intéressant, pour le coup, quand tu vois la description d'à peu près tout le monde, quand tu cherches un peu tout ce qu'ils font. C'est un groupe assez varié, pour le coup. Et personnellement, j'ai plutôt hâte. Et concernant le système, je trouve justement que c'est une très bonne chose de laisser le jury faire un premier écrémage. Parce que comme je l'ai dit, lorsqu'on a parlé du retour de l'EMA en soi, de nos attentes, etc., moi j'avais dit personnellement que généralement, leurs résultats, ils sont un peu chelous. Et je suis généralement pas très d'accord avec ce dont votent les Slovènes. Voilà, chacun ses goûts. Moi, je ne suis pas d'accord avec les goûts des Slovènes. Donc, le fait qu'il y ait un jury qui fasse un premier écrémage, moi personnellement, je prends. Ça me va amplement. Une série de sélections nationales très variée. De toute façon, voilà, cette année est vraiment particulière. Il y a énormément de sélections nationales par rapport à d'habitude. Il y en a 28 sur 38 participants. Donc voilà, 28 feront une sélection nationale, 10 feront une sélection interne. Waouh, c'est affolant l'écart, la différence de chiffres. Donc clairement, voilà, en termes de sélection nationale, on ne finira pas d'en parler. Donc évidemment, pour la Lituanie, on en parlera chaque semaine, comme on l'a fait l'an dernier avec Gwen. Chaque demi-finale, il y en aura 5. Ce sera le même format que l'an dernier. Donc voilà, vous ne serez pas dépaysés. Donc de ce point de vue-là, la Lituanie, on va les revoir très régulièrement. Concernant le MA, le Malta Eurovision Song Contest, le PESBAZA Eurovision et le MA, ça pour le coup, ce sera que des finales. Donc on ne parlera uniquement des chansons quand elles sortiront. Et quand est-ce qu'elles sortiront ? Globalement, on sait pas. Donc, wait and see, ça risque d'être très cool globalement. Personnellement, je suis assez Mais curieux. la Serbie, t'as deux demi-finales, hein. Oui, bah oui, non, mais c'est la même semaine, donc on pourra pas en parler. Ah, ouais. Eh ouais, Oui, quoique, ouais. ça va être en 26, dax. 27 et 1, Voilà. ouais, c'est ça. À moins que tu veuilles te chauffer pour faire une vidéo la veille du truc, comme ça on le met, on met direct en ligne, on est des fous. Ouais, ça tombe toujours quand même, hein. Ça va être très très chaud. Donc a priori, voilà, c'est comme San Remo, tu vois. En soi, on pourrait en parler. Les chansons, elles sortent Ouais, avant le jour de la Malte, cette finale. année, ils font comme le Benidorm, ils font tout en 4 jours là. Et... Voilà, on boucle tout, hop là, tac tac. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai que Malte aussi aura des demi-finales, mais pareil, ça sera la même semaine. Donc on ne pourra pas en parler évidemment des qualifications, etc. De toute façon, voilà, on parlera directement de celui qui a gagné. Et puis basta, voilà. Donc voilà, plein de sélections nationales. On en est à peine à la moitié. Je crois que c'est bon, on a la moitié des sélections nationales pour qui on a les participants. Donc voilà, on est à mi-chemin déjà. Donc ça va être super. Pas mal de noms qui donnent envie. Mais voilà, en attendant, évidemment, on attend les chansons. Et voilà ce qui conclut cet épisode 147 de l'ESC Made in France. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura plu. Parce que c'est le dernier épisode de cette année 2024. Voilà, évidemment, avec l'équipe, on part en vacances. Le prochain épisode, il sortirait un 25 décembre, ou carrément le réveillon. Bon, c'est pas la meilleure période pour faire ça, donc on préfère plutôt attendre, voilà, faire notre petite pause dès maintenant. Donc voilà, j'espère qu'on vous manquera pas trop, évidemment. On reviendra début janvier avec toute l'actualité, avec le représentant de l'Albanie, les chansons du Benidorm, de l'Istilaol depuis le temps
que c'est sorti depuis le temps que Tommy Cash sème la Discord, on n'en a toujours pas parlé, ne vous inquiétez pas, ce sera pour 2025. Et donc les chansons du Luxembourg et plein d'autres choses encore, il risque d'y avoir quelques infos entre-temps, dont on ne sait pas encore l'existence. Donc, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas, en attendant notre retour, du coup, d'écouter les anciens épisodes, et cet épisode-ci évidemment, sur notre page YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, etc. etc. Évidemment, du coup, on vous remercie. Voilà, pour cette année 2024 qui était plutôt fructueuse et assez très très cool à vivre. Voilà, il y a eu plein de changements. La page Twitter qui est revenue. N'hésitez pas d'ailleurs à visiter notre page Twitter durant cette période de pause. On y mettra toutes les informations qui sortiront au fur et à mesure du temps pour cette fin d'année et ce début de 2025. Donc voilà, si vous voulez à tout prix avoir les podcasts pour avoir les informations, à la limite c'est pas grave, vous aurez Twitter et donc la page communauté YouTube pour les infos les plus croustillantes. Voilà, donc n'hésitez pas. En attendant donc, voilà, merci pour cette année 2024, on se donne rendez-vous pour 2025 et l'épisode 148 avec la saison qui pour le coup là ça va vraiment démarrer sur les chapeaux de roue dès la rentrée, ça va être super. Donc, le retour des épisodes d'1 heure. Le retour des épisodes d'1 heure. On va essayer on va mettre en place des choses pour que ça n'arrive pas. On va faire en sorte de voilà, sinon ça va être très très chaud. On vous souhaite à toutes et tous d'agréables fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, joyeux Hanouka, joyeux ce que vous voulez. Voilà, toutes les fêtes que vous fêtez. Et donc la nouvelle année, évidemment, ça c'est universel. Je la souhaite également à Alejandro, voilà, qui va faire sa fin d'année en Espagne. À plus Alejandro. Oui, sous le soleil et la chaleur, ça va faire du bien. Ah putain, en décembre. Je veux bien que l'Espagne, je veux bien que l'Espagne soit caliente, mais quand même, abusons pas. 19 degrés quand je vais arriver. Là, On n'est pas dans l'hémisphère sud, ça va pas ou quoi? Ils ont craqué les Espagnols. Eux, ils sont dans leur propre biome, c'est un truc de ouf. Je souhaite évidemment. Je souhaite également une bonne fête de fin d'année. Bonne année à Gwen, évidemment. Salut Gwen. Bonne fête de fin d'année. Ciao, bonsoir. Rendez-vous en 2025. Voilà. Voilà, Gwen, il a pas dit au revoir, il a fait une checklist. Donc, allez, bonne soirée, bonne fête, joyeux Noël, bonne année. Ciao, bonsoir. Voilà, check, c'est bon, tout est bon. Tout est coché. Et évidemment, je souhaite une bonne année et une bonne journée, une bonne soirée à Alexandre. Salut Alexandre. Salut à toi, salut à tous, et puis passez de bonnes fêtes, et puis tombez pas malade, fais pas la même erreur que moi. Bon, ça, je pense que là, tu demandes trop aux gens, là. Tout le monde va y passer. Tout le monde va y passer, mec, c'est terminé. Et ne faites ça pas dépend, sur un coup de chance, ça s'esquive. C'est sûr. Ne faites pas comme moi aussi à laisser votre voiture mourir. Prenez bien soin d'elle parce que sinon elle va attraper froid. Voilà, plein de messages de soutien à Alexandre qui a sa voiture en rade. Et ça, c'est chiant. J'ai envie de pleurer à cause de ça. C'est la chiantise incarnée, c'est horrible. Mais voilà, en attendant, rendez-vous en 2025. Et pour fêter le dernier épisode, je vous propose de faire la phrase de fin tous ensemble en même temps. Messieurs, vous êtes prêts? À la 1, à la 2, à la 3. Ciao, bonsoir. Et bonne année. Et bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année à vous.